Une jeune fille d'une petite ville de l'Idaho est allée à l'école et n'est jamais revenue, laissant le monde de ses parents dévasté par le chagrin et l'incertitude. Mais 2 ans plus tard, sa mère se concentre sur Google Maps et repère quelque chose de choquant. Un dimanche après-midi, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de leur Airbnb modeste à New York. Rachel Warren était assise sur le canapé du salon, l'ordinateur portable ouvert sur la table basse, les yeux lourds de fatigue après leur long voyage depuis l'Idaho. À 36 ans, elle portait la posture de quelqu'un qui avait retenu son souffle trop longtemps. 2 ans, exactement. « Oui, nous venons d'arriver à New York », dit son mari, Daniel, au téléphone, parcourant le petit salon. À 39 ans, le visage autrefois jeune de Daniel était marqué par de profondes rides de soucis. « Nous sommes prêts à commencer l'enquête. Oui, on peut venir à la station aujourd'hui. » Rachel écoutait à peine la conversation de son mari avec la police. Elle se concentrait plutôt sur l'écran de son ordinateur portable, entrant l'adresse que Daniel répétait de l'appel. Google Maps se chargea, affichant l'itinéraire entre leur Airbnb et le poste de police. « Ils nous attendent dans 1 heure », dit Daniel après avoir raccroché, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Je regarde juste la zone », murmura Rachel, zoomant sur la carte. Ils n'étaient pas du tout familiers avec New York. Leur maison se trouvait à Pine Hollow, une petite ville de l'Idaho, où tout le monde se connaissait, où les enfants pouvaient aller à l'école seuls, où des tragédies comme celle-ci ne se produisaient jamais, jusqu'à ce qu'elles arrivent. 2 ans auparavant, leur fille Eugene avait disparu, après avoir assisté à un cours de baptême à l'église locale. On l'avait vue pour la dernière fois, en train de marcher avec des amis vers leur lieu habituel. Elle ne rentra jamais chez elle. Rachel continua de parcourir la carte, se familiarisant avec le quartier autour de leur logement temporaire. Ils avaient choisi cet Airbnb à proximité de Bryant Park en raison d'une information reçue. L'appel anonyme était très précis, dit Rachel, plus pour elle-même que pour Daniel. Ils ont vu une fille correspondant à la description d'Eugene lors d'un événement communautaire pour les sans-abri près de Bryant Park. C'était la première piste crédible qu'ils avaient depuis des mois. Les précédents indices n'avaient mené nulle part, chacun soulevant un espoir avant de l'écraser. Mais quelque chose dans cet appel semblait différent, assez concret pour justifier leur voyage à travers le pays, qui pourrait bien être une nouvelle fausse piste. Rachel continua d'explorer la carte, attirée par la zone autour de Bryant Park. Elle remarqua plusieurs petites églises dans le quartier. « Il y a beaucoup d'églises ici », dit-elle, un peu soulagée. « Je pensais que je ne pourrais pas assister à un service pendant notre séjour. » Daniel acquiesça distraitement, déballant son sac de toilette sur le comptoir. Rachel comprenait sa distance. Autrefois un homme de foi dévoué, Daniel s'était éloigné de l'église après la disparition d'Eugene, incapable de faire face aux questions bien intentionnées, aux regards de pitié et aux platitudes théologiques qui ne ramenaient pas leur fille. Rachel, quant à elle, s'était accrochée à sa foi, travaillant dans l'administration de l'église à Pine Hollow, trouvant du réconfort dans la prière, même si le doute la rongeait. « J'ai réservé pour 2 semaines, dit Rachel. Mais on peut prolonger si nécessaire. » Daniel la rejoignit sur le canapé, le coussin s'enfonçant sous son poids. « Montre-moi ce que tu as trouvé. » Rachel lui montra l'emplacement du poste de police, Bryant Park et les différentes églises qu'elle avait découvertes. « Je pense qu'on a un bon point de départ. Vérifions la vue de rue, » proposa Daniel, prenant le contrôle du touchpad. « Je veux voir à quoi ressemble Bryant Park. » Rachel regarda alors qu'il naviguait dans les rues virtuelles, la petite figure bleue se déplaçant sur la représentation numérique du quartier. D'abord, ils virent le parc communautaire, puis commencèrent à explorer les rues voisines. « C'est Mall Street », remarqua Rachel, en voyant une rue résidentielle avec une petite église au bout. Daniel zooma plus près en s'approchant de l'église, et c'est là que Rachel la vit. Une fille en sweat à capuche rose marchait avec un homme, leur dos face à la caméra de Google. « Daniel », la voix de Rachel se serra, son doigt pointant l'écran. « Regarde. »
Le sweat à capuche rose, avec le petit motif décoratif sur le dos, était identique à celui que Jean portait le jour de sa disparition. Rachel l'avait acheté pour son 11e anniversaire, seulement 3 semaines avant qu'elle ne disparaisse. C'était gravé dans sa mémoire. « Honey, tourne-les », dit-elle, le cœur battant. « Voyons si on peut voir leur visage. » Daniel manipula les contrôles, essayant de trouver un autre angle, mais les visages étaient volés flous, comme c'était la norme dans la vue de rue de Google Maps. Ils n'étaient d'eau visibles que sous certains angles, jamais de manière concluante. « Quelque chose dans cet homme me semble familier », murmura Rachel, se penchant davantage vers l'écran. Daniel soupira, ses épaules s'affaissèrent. « Rachel, c'est la 100e fois que tu repères une fille en sweat à capuche rose. Tu es obsédée par cette tenue. »« Mais je sais à quel point tu veux la retrouver, » dit-il doucement. « Moi aussi, mais on ne peut pas sauter sur chaque sweat rose qu'on voit. » Rachel marqua tous les points d'intérêt sur la carte, puis ferma son ordinateur. Daniel avait raison. Il devait être méthodique, pas impulsif. Ils avaient un plan. « On y va, » dit Daniel en se levant. « Ne perdons pas plus de temps. On ira d'abord à la station, parler à la police, demander l'autorisation pour afficher des affiches de disparus, puis on vérifiera Bryant Park avec un officier. » Rachel acquiesça, prenant la pile d'affiches fraîchement imprimées de leur valise. Chacune comportait le sourire de Jean, ses yeux brillants, ses longs cheveux et les détails de sa disparition. 2 ans à distribuer ces affiches avaient marqué le cœur de Rachel, mais elle n'abandonnait pas. Elle ne pouvait pas. En s'installant dans la voiture, Rachel ne pouvait pas se débarrasser de l'image du sweat rose sur Mall Street. Une mère sait, pensa-t-elle. Une mère sait toujours. Avec douceur, sentant ses pensées, Daniel murmura. « À nous deux, cela pourrait être vain. Nous avons besoin de l'aide Dieu entraînée. » Rachel acquiesça, réticente, et continua de conduire. Mais lorsqu'ils approchèrent du prochain virage, elle aperçut un panneau de rue, Mall Street, et sans réfléchir, elle tourna. « Que fais-tu » demanda Daniel, sa voix se durcissant. « C'est le mauvais chemin. » Rachel garda les yeux sur la route. « Je veux juste visiter l'église que nous avons vue sur Google Maps, juste un instant. »« Rachel, j'ai besoin de prier, » dit-elle, bien qu'ils savaient tous deux que ce n'était pas la vérité entière. Juste une petite prière avant d'aller parler à la police. Daniel se laissa tomber contre le dossier de son siège, sa frustration évidente. Il n'y aura pas de service à cette heure-ci. On perd du temps précieux. Tu peux prier dans la voiture. Dieu t'entendra peu importe où tu es. Il n'est pas limité aux églises. Sa voix prit un ton amer. Tu connais bien cette doctrine. Rachel garda le silence, scrutant la rue à la recherche de tout signe d'un sweat rose ou de visage familier. La rue était calme dans l'accalmie de l'après-midi. « Tu voulais juste vérifier la rue, n'est-ce pas ?» dit Daniel, sans vraiment poser la question. « Là où tu as vu cette fille marcher. Je te connais, Rachel, mais tu ne les trouveras pas là. Ce ne sont que des images satellites passées. »« Je sais, » admit Rachel doucement. « Mais j'ai ressenti un tiraillement. Je ne peux pas l'expliquer. La police sera toujours à la station, mais je devais répondre à cet appel dans mon cœur. » Daniel observe le profil de sa femme, remarquant la détermination sur sa mâchoire, un trait familier depuis ces 2 dernières années. Il savait quand insister et quand se résigner, et il reconnut que c'était l'un de ces moments où il devait lâcher prise. L'église apparut, un petit bâtiment en briques avec une croix blanche au-dessus de l'entrée. Rachel se gara dans le parking presque désert et éteignit le moteur. « Je vais attendre dehors, » dit Daniel, en se détachant de sa ceinture. « J'ai besoin d'air frais et de prévenir la police que nous serons un peu en retard. » Rachel le regarda sortir de la voiture, sa silhouette grande et légèrement courbée sous le poids du fardeau qu'ils portaient ensemble. Autrefois, ils étaient parfaitement synchronisés, leur mariage une danse de soutien mutuel et de compréhension. Maintenant, ils se sentaient souvent comme des étrangers, partageant une tragédie, chacun traitant son chagrin de manière que l'autre ne pouvait pleinement comprendre.
Elle attrapa son sac à main et une petite Bible qu'elle portait toujours, avec le nom de Jean gravé sur la couverture en cuir, un cadeau pour son 10e anniversaire. Le cuir était usé par les lectures quotidiennes de Rachel, les prières désespérées murmurées entre ses pages. En approchant de l'entrée de l'église, un mélange d'appréhension et de certitude étrange la submergea. Elle ne pouvait pas expliquer ce sentiment, ni à Daniel ni à elle-même, mais quelque chose l'avait attirée ici, dans cet endroit précis. Que ce soit la guidance divine ou l'intuition d'une mère, elle allait la suivre. Elle ouvrit la lourde porte en bois et entra, laissant Daniel passer son appel à la police en face de la rue. L'intérieur frais et tamisé l'accueillit comme un vieil ami. L'odeur familière des bougies et du bois poli, un réconfort même dans cette ville étrange. L'église était calme, avec la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur les bancs en bois. Rachel resta un instant, permettant à ses yeux de s'adapter à la lumière tamisée après la clarté de l'après-midi extérieur. Un homme d'âge moyen, habillé de manière décontractée, nettoyait l'un des bancs, essuyant méthodiquement le bois avec un chiffon. Il n'y avait pas de congrégation, confirmant l'hypothèse de Daniel sur l'heure du service. Rachel s'approcha lentement, ses pas résonnant dans le sanctuaire vide. « Excusez-moi », dit-elle doucement. L'homme leva les yeux et lui offrit un sourire amical. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« J'espère », répondit Rachel en sortant son téléphone. « Je cherche des informations sur une fille et un homme que j'ai vus dans ce quartier. » Elle ouvrit Google Maps et lui montra l'image floue qu'elle avait sauvegardée. « Je sais que ce n'est pas très clair, mais je me demandais si vous les reconnaissiez. » L'homme plissa les yeux en observant l'image pixelisée. « C'est difficile à dire avec ce flou, mais quelque chose dans leur silhouette me semble familier. » Il lui rendit le téléphone. « Sont-ils des amis à vous ?» Rachel hésita, ne sachant pas combien partager avec un inconnu. « Je cherche ma fille. Elle a disparu il y a 2 ans, et je suis chaque piste qui pourrait nous mener à elle. » L'expression de l'homme changea en une sympathie sincère. « Je suis vraiment désolé d'entendre cela. » Avant qu'il ne puisse finir, la porte d'un bureau arrière s'ouvrit et 2 hommes en sortirent, engagés dans une conversation. Ils portaient des colliers cléricaux distinctifs de ministres protestants. Rachel retint son souffle en voyant le 2e homme. « Merci pour votre aide », dit-elle précipitamment aux membres du personnel, puis se dirigea vers les 2 prêtres. Le pasteur en robe formelle remarqua son approche et interrompit sa conversation. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Oui, bonjour, » dit Rachel en tendant la main. « Je suis juste en train d'admirer votre belle église. »« Pasteur Graham », se présenta l'homme en serrant sa main. « Je suis le pasteur principal ici. Voici l'évangéliste Matthew, qui prêche pour nous depuis 2 semaines. »« Évangéliste Matthew », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. L'homme la regarda avec une confusion fugace avant que son expression ne se clarifie. « Désolé, nous nous connaissons. » Rachel s'approche. « Je suis Rachel Warren, de Pine Hollow, Idaho. Je travaille à l'église protestante de Première ici. J'ai fait partie de l'équipe qui vous a invité à prêcher lors de notre service du dimanche, il y a quelques années. » Elle sourit, essayant de raviver sa mémoire. « J'ai arrangé votre hébergement et aidé avec toute la logistique de votre visite. » L'évangéliste Matthew continua de la regarder avec confusion polie. Rachel insista. « Vous avez dirigé notre groupe de prière et fait un appel à l'autel. Une femme en fauteuil roulant a été guérie. C'était assez remarquable. Tout le monde en parlait pendant des mois. » Un éclair de reconnaissance, ou ce qui en semblait être un, traversa son visage. « Ah oui, Rachel Warren, bien sûr. Quel événement béni c'était. » Il sourit largement. « Le Seigneur travaille de manière mystérieuse, n'est-ce pas? Je n'oublie jamais une guérison, bien que parfois les visages de ceux qui aident se mélangent après tant de visites. » Rachel acquiesça, comprenant. Un évangéliste itinérant comme Matthew visitait des dizaines d'églises chaque année.
C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes ici maintenant ?» « Juste un pasteur invité, » expliqua Matthew, sa voix chaleureuse et confiante. « Je suis ici pour 2 semaines avant de poursuivre ma tournée des églises. C'est en fait mon dernier jour. Je prêcherai lors du service du soir, ce soir, puis prendrai un vol de nuit pour quitter New York. » « Quelle incroyable coïncidence de vous rencontrer ici, » dit Rachel, bien qu'au fond d'elle, elle se demandait si ce n'était pas vraiment une coïncidence. Peut-être était-ce ce qui l'avait attirée dans cette église particulière. La main de Dieu guidant ses pas. En effet, Matthew acquiesça. « Qu'est-ce qui vous amène à New York, si loin de chez vous ?» Rachel sourit faiblement. « Ma fille, Eugene. Elle a disparu il y a 2 ans. Peu après votre visite à notre église, ma fille a disparu. » Rachel sortit une photo de son sac et la déplia pour leur montrer la photo de Jean. « On m'a donné un indice qu'une fille correspondant à sa description a été vue près de Bryant Park. Mon mari et moi sommes venus immédiatement. » L'évangéliste Matthew fixa la photo, son expression indéchiffrable pendant un instant. Il sembla se raidir légèrement, bien que Rachel ne fût pas certaine si elle l'imaginait. Le pasteur Graham s'avança, posant une main réconfortante sur le bras de Rachel. « Mon Dieu, quelle épreuve terrible pour votre famille! Prions ensemble pour le retour en toute sécurité de Jean. » Ils formèrent un petit cercle, le pasteur Graham prenant la main de Rachel et l'évangéliste Matthew la rejoignant après une brève hésitation. Le pasteur conduisit une prière sincère pour la sécurité de Jean et la guidance divine dans la recherche. Lorsqu'ils eurent terminé, l'évangéliste Matthew s'avança et embrassa Rachel. D'abord amical, l'étreinte se serra, presque comme s'il la retenait en place. Rachel ressentit un malaise, comme s'il inhalait profondément, comme pour humer son parfum. Quelque chose dans ce geste lui parut invasif, inapproprié, pas du tout comme l'étreinte réconfortante d'un leader spirituel. Lorsqu'ils se séparèrent, Rachel aperçut quelque chose d'étrange. Dans la poche de poitrine du costume de Matthew, partiellement visible pendant un instant, il y avait ce qui semblait être une photo. L'image était tournée vers l'intérieur, mais le papier était assez fin pour que Rachel distingue la silhouette d'une jeune fille. Avant qu'elle ne puisse réfléchir à ce qu'elle avait vu, Matthew redressa sa veste, remarqua l'extrémité de la photo qui dépassait et la rangea rapidement dans sa poche. « Une photo de ma fille, » expliqua-t-il tranquillement. « Je la porte partout, elle est toujours dans mon cœur. » Rachel acquiesça, tentant de dissimuler son malaise. La silhouette lui semblait familière. Trop familière. « Nous mentionnerons certainement votre fille à notre congrégation lors du service de ce soir, » assura le pasteur Graham. « Plus il y a Dieu, mieux c'est quand on cherche quelqu'un. »« Merci, » répondit Rachel en se ressaisissant. « Je dois y aller. Mon mari m'attend et nous devons aller à la station de police. » Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. La réaction de l'évangéliste Matthew face à la photo de Jean, l'étreinte étrange, l'aperçu de la photo dans sa poche, tout cela déclenchait des alertes dans son esprit. Mais peut-être qu'elle devenait paranoïaque. C'était un homme de Dieu respecté dans de nombreuses églises à travers le pays. Pourtant, en marchant vers la sortie, Rachel ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation de l'église. Rachel sortit de l'église sous le soleil chaud de l'après-midi, son esprit en ébullition. Le doute qui s'était installé en elle ne pouvait être facilement ignoré, peu importe à quel point cela semblait irrationnel aux yeux des autres, surtout à Daniel. Elle aperçut son mari assis dans leur voiture de location, la porte du conducteur ouverte pour laisser passer l'air. Son expression était orageuse et elle se prépara à recevoir sa frustration. « Pourquoi ça a pris autant de temps ?» Daniel exigea en la voyant arriver. « Tu as perdu 30 minutes avec ce détour, la police nous attend. » Rachel s'installa sur le siège conducteur, mais laissa la porte ouverte. « Daniel, tu ne vas pas croire qui j'ai rencontré à l'intérieur. L'évangéliste Matthew, celui qui est venu prêcher dans notre église à Pine Hollow, il y a environ 2 ans.
juste avant la disparition de Jean. Daniel sembla peu impressionné. Alors, il y a quelque chose de bizarre à propos de lui, insista Rachel, baissant la voix bien qu'elle soit seule dans la voiture. Quand je l'ai embrassé, il m'a tenu trop longtemps, comme s'il, je ne sais pas, me sentait, et il avait une photo dans sa poche. Je l'ai vu un instant, mais la silhouette ressemblait à Eugene. Rachel, commença Daniel, son ton suggérant qu'il allait balayer ses inquiétudes, mais elle l'interrompit. Je sais comment ça sonne, mais je n'invente rien. Quand je lui ai montré la photo de Jean, il a réagi bizarrement. Il semblait choqué. L'expression de Daniel s'adoucit légèrement en percevant l'urgence dans sa voix. Écoute, nous avons servi ensemble à l'église pendant des années. Nous savons tous deux à quel point les évangélistes comme lui sont respectés. Si ce que tu suggères est vrai, ça choquerait beaucoup de gens. Tu dois être absolument certaine avant de faire une accusation. Je ne dis pas que je suis certaine, précisa Rachel. Je dis juste que quelque chose ne va pas. Daniel se frotta les tempes, visiblement tiraillé entre soutenir sa femme et garder sa raison. Allons à la station de police comme prévu. Ils nous attendent. On pourra clarifier tout ça là-bas. Si tes soupçons sont fondés, ils sauront quoi faire. Rachel acquiesça à contre-cœur. Tu as raison. Avec la présence de la police, on pourra toujours demander à Pasteur Graham les coordonnées de l'évangéliste plus tard si nécessaire. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur discussion, les portes de l'église s'ouvrirent et l'évangéliste Matthew en sortit. Il fit signe au revoir au pasteur Graham, disant qu'il reviendrait avant le service du soir, puis aperçut Rachel et Daniel et leur fit un signe amical en se dirigeant vers sa voiture, garée juste à côté de la leur. Lorsque Matthew ouvrit la portière de sa voiture, Rachel fut frappée par un parfum familier qui s'échappait de l'intérieur du véhicule, une douce fragrance de vanille qu'elle reconnut immédiatement. C'était le parfum préféré de Jean, celui que Rachel lui avait offert pour Noël, l'année où elle avait disparu. Eugene le portait tous les jours, le chérissant comme son parfum d'adulte. Le sang de Rachel se glaça. Ce n'était pas une coïncidence. Matthew marcha en arrière pour sortir de sa place de stationnement et s'éloigna, apparemment sans se rendre compte de la bombe qu'il venait de laisser tomber dans les mains de Rachel. « Monte dans la voiture, Daniel », dit Rachel d'une voix pressante, déjà en train de remonter sur le siège conducteur. « Ferme la porte. » Daniel s'exécuta, perdu par sa soudaineté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. « Tu n'as pas senti ça ?» Rachel demanda, ses mains serrant fermement le volant. « Quoi ?» Quand il a ouvert la porte de sa voiture, ce parfum de vanille. C'est le parfum de Jean, celui que je lui ai donné, qu'elle portait tous les jours. Daniel fixa sa femme, l'inquiétude visible sur son visage. « Rachel, tu es en train de connecter des points qui n'existent peut-être pas. La vanille est un parfum très courant. Ça pourrait être celui de sa fille, de sa femme, ou même un désodorisant. » Rachel tourna la clé dans le contact. « Je ressens un appel dans mon cœur à ce sujet, Daniel. Un fort appel. Je dois le suivre. » « Et aller où ? Poursuivre un évangéliste respecté à cause d'une odeur ?» Rachel insista. « Je veux juste confirmer cet appel. Si je me trompe, je l'admettrai et on ira directement à la station de police comme prévu. Mais je dois le faire. » Daniel leva les mains en signe d'exaspération. « Tu es en train de tout spiritualiser. C'est exactement ce que font les faux prophètes pour gagner des adeptes dans ce pays. Les gens suivent des intuitions au lieu de la raison. » L'accusation la blessa, surtout venant de Daniel. Rachel fit marche arrière, sa mâchoire serrée par la détermination. « Je ne prétends pas être une prophétesse. Je suis une mère qui a travaillé assez longtemps dans l'administration de l'Église pour savoir quand un pasteur ne va pas. » Daniel tourna la tête vers la fenêtre, son corps tendu par la frustration. « Très bien, fais ce que tu veux, mais quand tu t'embarrasseras avec cette chasse aux canards sauvages, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » La voiture était remplie de silence tendu, alors que Rachel suivait la voiture de l'évangéliste Matthews dans la direction qu'il avait prise. Son cœur battait fort dans sa poitrine,
tiraillée entre la peur d'avoir raison et celle d'avoir tort. Si elle se trompait, elle retardait leur rendez-vous avec la police pour rien. Mais si elle avait raison, ils pourraient enfin retrouver Eugene. Rachel serra fermement le volant et continua à suivre son instinct, celui d'une mère qui ne pouvait pas se taire. Elle garda une distance prudente derrière la voiture de Matthew, s'assurant de ne pas être repérée. Daniel était à ses côtés, silencieux, les bras croisés, son désaccord palpable. « C'est ridicule », murmura-t-il après quelques minutes. « On ne peut pas appeler la police, on n'a que tes soupçons et un parfum de vanille. On perd un temps précieux. »« Supporte-moi juste un peu », supplia Rachel, les yeux fixés sur la berline de l'évangéliste. « Si j'ai tort, je ne referai jamais ça. » Ils suivirent la voiture dans un quartier résidentiel où les maisons étaient pas plus grandes et espacées. Finalement, Matthew s'engagea dans l'allée d'une jolie maison à 2 étages avec un jardin bien entretenu. Un panneau Airbnb se trouvait devant. Rachel roula lentement à côté, puis se gara au coin de la rue, là où elle pouvait toujours observer la maison sans se faire remarquer. Elle coupa le moteur et attendit. « Et maintenant ?» demanda Daniel, l'impatience dans la voix. « Maintenant, on regarde », répondit Rachel simplement. Matthew sortit de la voiture et entra dans la maison en fermant la porte derrière lui. Les minutes passèrent en silence, la tension entre eux s'alourdissant. Après ce qui sembla être une éternité, mais qui n'était probablement que 10 minutes, la porte s'ouvrit à nouveau. Une femme en sortit, portant 2 grosses valises qu'elle plaça dans le coffre de la voiture de Matthew. Elle avait une trentaine d'années, avec les cheveux foncés tirés en un chignon professionnel. Elle rentra dans la maison, puis réapparut avec une plus petite valise, taille enfant. « Il a dit qu'il quittait New York ce soir après le service », murmura Rachel, comme si la femme pouvait les entendre de là. La femme retourna à l'intérieur et revint peu après avec une jeune fille. La petite semblait avoir 8 ou 9 ans, les cheveux blonds attachés en couette. Elle donna un baiser sur la joue de l'évangéliste Matthew, qui l'embrassa brièvement avant de lui faire signe. La fille se tourna pour aller vers la voiture avec la femme. Rachel se pencha en avant pour voir son visage, espérant de tout cœur. Mais ce n'était pas Eugene. Les traits étaient tous différents. La couleur des cheveux, la taille bien plus petite que Eugene aurait aujourd'hui, après 2 ans. « Tu vois », dit Daniel doucement, sans triomphe. « Ça doit être sa fille, comme il l'a dit. » L'espoir de Rachel se dégonfla comme un ballon crevé. Elle avait été si certaine, si convaincue que ses instincts la guidaient vers Eugene. Maintenant, elle se sentait ridicule, exactement comme Daniel l'avait prédit. « Je suis désolée », murmura-t-elle, des larmes montant dans ses yeux. « Je pensais vraiment être si sûre. » L'expression de Daniel s'adoucit alors qu'il posa une main sur son bras. « Ce n'est rien. Tu es une mère qui cherche son enfant. N'importe qui dans ta position aurait saisi la moindre chance. » Rachel hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge. La photo qu'elle avait aperçue, le parfum de vanille. Avait-elle imaginé leur signification? La douleur et le désespoir l'avaient-ils conduite à créer des liens là où il n'y en avait pas? « Changeons de place », suggéra doucement Daniel. « Je vais nous conduire à la station de police. » Ils sortirent de la voiture et échangèrent de place. Rachel s'effondra dans le siège passager, épuisée par les montagnes russes d'espoir et de déception. Daniel démarra la voiture, mais ne la mit pas immédiatement en mouvement. « Rachel, je veux que tu mettes l'adresse de la station de police sur Google Maps. Je ne sais même pas où nous sommes. » Rachel sortit son téléphone, ses mouvements mécaniques alors qu'elle tapait l'adresse. La ligne bleue familière apparut, les guidant vers leur destination d'origine. Alors que Daniel commençait à conduire, Rachel gardait les yeux fixés sur la maison de l'évangéliste jusqu'à ce qu'elle disparaisse de leur vue. Elle n'arrivait pas à se défaire du sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important, qu'un morceau du puzzle lui échappait toujours. Mais pour l'instant, elle devait accepter que ses soupçons ne les menaient nulle part. Il était temps de revenir à leur plan,
rencontrer la police qui pourrait réellement les aider à retrouver Eugene. Rachel posa sa tête contre la fenêtre, observant le paysage de New York défiler. 2 ans de recherche, de pistes sans issue, de regards de pitié des amis et de la famille qui avait abandonné tout espoir. Cela l'avait épuisée au plus profond d'elle-même. Pourtant, quelque chose en elle refusait de se rendre, refusait d'accepter que Jean ne rentre peut-être jamais chez elle. Cette chose, qu'on appelle foi ou instinct maternel, les avait amenés à traverser le pays dans l'espoir de retrouver leur fille. Et malgré cette nouvelle déception, Rachel savait qu'elle continuerait à suivre cet instinct, ou qu'il l'amène aussi longtemps que cela prendrait, car une mère ne cesse jamais de chercher son enfant. Jamais. Rachel continua à regarder la route, jetant toujours un œil à la voiture de l'évangéliste. Jusqu'à présent, il semblait qu'il suivait la même direction générale, sortant du quartier résidentiel pour revenir vers les grandes artères. « Regarde », dit Rachel soudainement, pointant devant. Il tourne. Daniel soupira, mais ralentit légèrement, observant la voiture de la femme et de la petite fille, qui tournaient dans ce qui semblait être une aire de jeu avec un café. À travers la clôture, Rachel aperçut plusieurs enfants rassemblés dehors, apparemment en attente. « Daniel, ralentis encore », demanda Rachel. « Je veux voir ce qui se passe. »« Non », répondit Daniel fermement, accélérant plutôt. « Plus de mission secondaire, Rachel. Nous sommes déjà en retard pour notre rendez-vous avec la police. On y va tout droit. » Rachel tourna le cou pour voir autant que possible en passant près de l'aire de jeu. Elle aperçut la femme qui saluait un autre adulte, la petite fille rejoignant un groupe d'enfants. Mais ils étaient déjà passés, la scène disparaissant derrière eux. Elle s'affaissa dans son siège, son espoir s'effondrant encore une fois. « Daniel, je suis désolé, mais... » Il l'interrompit, les poings blancs sur le volant. « Non, Rachel, » dit-il d'une voix ferme. « Il faut qu'on apprenne de ça. Les ressentis peuvent être trompeurs. Ils peuvent nous faire voir des connexions là où il n'y en a pas. » Rachel se tut, sachant qu'il avait raison, mais incapable de se débarrasser de la sensation tenace d'avoir manqué quelque chose d'important. Le parfum de vanille, la photo, les valises, tout cela signifiait quelque chose. Elle en était sûre, mais sans... Rachel ne pouvait pas s'attendre à ce que Daniel ou la police la prennent au sérieux sans preuve concrète. Ils conduisirent en silence pendant plusieurs minutes avant que Daniel ne parle à nouveau, sa voix adoucie. « Je sais combien tu veux la retrouver, moi aussi, mais il faut qu'on soit méthodique pour travailler avec les autorités. »« Je sais », murmura Rachel, les yeux fixés sur la fenêtre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la station de police, ils étaient presque 1 heure en retard. Ils se dirigèrent vers le bureau de l'officier de garde. « Nous avons un rendez-vous avec le détective Morris », expliqua Daniel, « concernant notre fille disparue, Eugene Warren. Nous avons un peu de retard. » L'officier vérifia son ordinateur, puis leva les yeux avec une expression désolée. « Je suis désolé, mais le détective Morris est en réunion pour l'instant. Il a dû partir puisqu'il ne vous a pas vu à l'heure. » Daniel lança un regard agacé à Rachel avant de se tourner à nouveau vers l'officier. « Combien de temps avant qu'il soit disponible ?» demanda-t-il. « Probablement quelques heures », répondit l'officier. « Vous pouvez attendre ou revenir plus tard. » Daniel la remercia et guida Rachel dehors, sa frustration évidente. « Voilà ce qui se passe quand on perd du temps, » dit-il une fois dehors. « Maintenant, on a du temps à tuer. » Rachel acquiesça sans argumenter. « Désolé, Daniel. Vraiment. » Son expression s'adoucit légèrement. « L'officier a mentionné qu'il y a un dîner pas loin. Je n'ai pas mangé depuis ce matin, et je suppose que toi non plus. »« Va y aller, » proposa Rachel. « Je pense que j'ai besoin de marcher un peu. Aérer mes idées. Il y a quelques bâtiments intéressants par ici. » Daniel hésita, manifestement déchiré entre rester avec elle et lui donner de l'espace. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, prends ton téléphone et reste en contact. Je t'enverrai un message quand le détective sera prêt à nous voir. »
Rachel observa Daniel traverser la rue, ses épaules affaissées sous le poids de leur fardeau commun. Elle ressentit un pincement de culpabilité pour la chasse inutile qu'elle lui avait imposée, pour le retard qui avait annulé leur rendez-vous, pour l'espoir qu'elle avait soulevé, puis brisé. Mais, sous cette culpabilité, le doute persistait. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Pas encore. Elle continua à marcher, sans but précis, observant à peine les gens qui passaient. Ses pensées étaient encore tournées vers les événements du matin. Elle sortit son téléphone et ouvrit à nouveau Google Maps, revenant à l'image du Street View qui avait lancé toute cette recherche. La fille en sweat rose et l'homme à côté d'elle. Elle zoomba au maximum, étudiant chaque détail. Quelque chose dans la posture de l'homme, la façon dont il se tenait. Elle en était certaine. C'était l'évangéliste Matthieu. Plus elle regardait l'image, plus elle en avait la certitude. Agissant sur un coup de tête, Rachel composa un numéro dans ses contacts. Mélissa, une collègue de l'église à Pine Hollow, qui avait travaillé avec elle pendant des années. « Rachel, » répondit Mélissa après 3 sonneries. « Tout va bien. Tu as trouvé Eugene ?»« Pas encore, » répondit Rachel en continuant à marcher. « Mais j'ai besoin de ton aide. Tu te souviens de l'évangéliste Matthieu ? Il est venu à notre église il y a environ 2 ans, juste avant la disparition d'Eugene. Bien sûr que je me souviens, le service de guérison était incroyable. Je veux que tu trouves tout ce que tu peux sur lui, expliqua Rachel. Son passé, son éducation en séminaire, tout ce que tu peux déterrer. Aussi, la femme en fauteuil roulant qui a été guérie, tu te souviens de son nom ? Elle a rempli une carte de visite et nous avons enregistré son témoignage. Je vais regarder dans les archives, promit Mélissa. Mais qu'est-ce qui se passe, Rachel ? Je ne suis pas sûr, admit Rachel. Mais j'ai croisé l'évangéliste ici à New York, et quelque chose ne va pas. Appelle ça de l'intuition. Je vais chercher et je te rappelle. Fais attention, Rachel. Après avoir raccroché, Rachel continua de marcher, les yeux désormais plus attentifs à son environnement. Elle traversa un carrefour et aperçut un grand bâtiment, un panneau indiquant que c'était un dortoir luthérien avec une vaste pelouse. Intriguée, elle traversa la rue pour l'examiner de plus près. Dans son expérience, les dortoirs luthériens étaient rares, les monastères catholiques étant plus fréquents. Elle sortit son téléphone et prit quelques photos du bâtiment. Peut-être pourrait-elle visiter le bureau du dortoir et poser des questions sur son histoire. Cela l'occuperait, en attendant que le détective soit disponible. En approchant de l'entrée, une voiture familière entra dans le parking du dortoir. Rachel s'arrêta net, son cœur bondissant dans sa gorge. C'était la voiture de l'évangéliste Matthew, mais ce n'était pas lui qui conduisait. C'était la femme de l'Airbnb, avec la petite fille blonde visible sur le siège passager. Rachel se cacha derrière un buisson, observant la scène. La femme se gara et sortit du véhicule, attendant à côté de la voiture. Quelques minutes plus tard, une gardienne du dortoir en uniforme de religieuse sortit du bâtiment avec un petit groupe d'enfants. Chaque enfant portait une petite valise, semblable à celle que Rachel avait vue plus tôt. Les enfants s'alignèrent près de la voiture, pendant que la femme les aidait à charger leurs valises. Rachel compta 5 enfants, tous âgés de 7 à 12 ans. Puis, comme un miracle, elle la vit. Eugene, le visage de sa fille, plus âgée que sur les affiches de disparition, mais incontestablement elle. Ses cheveux étaient vite plus courts, mais les yeux, la bouche, le petit creux dans sa joue quand elle souriait. Rachel aurait reconnu ses traits parmi 1000. Un instant, Rachel ne put plus respirer, ne bougea plus, ne pensa plus. Le temps sembla s'arrêter alors qu'elle regardait sa fille, vivante, à seulement quelques mètres après 2 années interminables de recherche. Les mains tremblantes, Rachel sortit son téléphone et appela Daniel. « Rachel !» répondit-il immédiatement. « Daniel !» réussit-elle à dire, la voix tremblante. « Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Eugene. Prends la voiture et viens maintenant. Je partage ma position. »« Quoi ?
Où es-tu ? Demanda-t-il. C'est elle, Daniel. Je suis sûr de moi. Elle monte dans une voiture avec cette femme de la maison de l'évangéliste. Dépêche-toi et appelle la police. Elle raccrocha, partagea sa position avec Daniel, puis tourna son attention de nouveau vers la scène qui se déroulait devant elle. La femme aidait les enfants à monter dans la voiture, prête à partir. Rachel ne pouvait pas attendre Daniel ou la police. Si cette voiture partait avec Eugene à bord, elle risquait de perdre sa fille à nouveau. Prenant une grande inspiration, Rachel sortit de sa cachette et courut vers le groupe, criant. Alors qu'elle s'approchait, Rachel appela « Eugène ! Eugene !» exclamation marque. La femme près de la voiture la remarqua et réagit avec alarme, demandant rapidement aux enfants de monter et fermant les portes. Elle se précipita vers le siège conducteur, remerciant la gardienne du dortoir qui semblait confuse par l'agitation soudaine. Avant que la femme ne démarre, Rachel atteignit la voiture et frappa à la vitre, les yeux rivés sur sa fille, à l'arrière. L'expression de Jean passa de la confusion à la stupeur. Elle baissa la fenêtre, les yeux écarquillés. « Maman, c'est toi !» Puis, se tournant vers la conductrice, Eugene demanda d'une voix hésitante. « Est-ce que Dieu a ramené ma maman à la vie ?» La femme allait répondre, mais Rachel ouvrit déjà la porte arrière et prit Eugene dans ses bras. La sensation, si familière, mais tellement douloureusement manquée, fit couler les larmes sur son visage. « C'est bien moi, ma chérie », murmura Rachel dans les cheveux de Jean. « Je suis vivante, et je t'ai cherché tous les jours depuis ta disparition. » La gardienne du dortoir s'approcha, clairement perplexe. « Que se passe-t-il ici ?» Rachel leva les yeux, toujours serrant Eugene, comme si elle risquait de disparaître de nouveau. « C'est ma fille. Elle a été enlevée dans notre ville en Idaho il y a 2 ans. On la cherche depuis. » Le visage de la gardienne pâlit en entendant Rachel, ses yeux passant de Jean à la femme au volant. « Je ne comprends pas. Ces enfants sont sous la protection du ministère de l'évangéliste Matthews. Ce sont des orphelins qu'il a recueillis. » Avant que Rachel ne puisse répondre, une voiture s'arrêta brusquement dans le parking. Daniel en sortit, scrutant frénétiquement les lieux jusqu'à ce qu'il repère Rachel et la fille dans ses bras. « Eugene !» appela-t-il, la voix pleine d'émotion. Eugene se tourna à l'appel, les yeux écarquillés de disbelief. « Papa, tu es vivant aussi !» Daniel se précipita vers eux et les enveloppa dans une étreinte forte, son corps secoué de sanglots silencieux. « Tu l'as trouvé !» murmura-t-il à Rachel. « Tu l'as vraiment trouvé !» Pendant ce temps, la femme au volant ferma sa porte et sembla passer un appel téléphonique, probablement à l'évangéliste. Ses mouvements étaient rapides et nerveux. Elle démarra le moteur, clairement prête à partir avec les autres enfants, toujours dans la voiture. Daniel se détacha de l'étreinte et se dirigea vers l'avant du véhicule, frappant le capot du poing. « Ne bouge pas cette voiture !» cria-t-il, le visage rouge de colère. Le cri des sirènes de police remplit l'air, alors que plusieurs voitures de patrouille arrivaient sur les lieux, répondant à l'appel d'urgence de Daniel. Des policiers sortirent, armes tirées, évaluant rapidement la situation. « Police, tout le monde reste où vous êtes », ordonna un policier en s'approchant prudemment. Daniel leva les mains pour montrer qu'il n'était pas une menace. « Je m'appelle Daniel Warren. Voici ma femme Rachel, et nous venons de retrouver notre fille Eugene, enlevée il y a 2 ans. Cette femme, il pointa la conductrice, est impliquée dans son enlèvement. » La police sécurisa rapidement la scène, aidant les autres enfants effrayés à sortir de la voiture. La gardienne du dortoir tenta de les calmer, visiblement aussi choquée par les événements que les enfants. Elle avoua qu'elle était l'assistante de l'évangéliste. Un policier informa Rachel et Daniel qu'ils se tenaient près de Jean. Elle dit que ses enfants font partie du ministère de l'évangéliste et de son programme de disciples, mais ne sont pas ses enfants biologiques. Ils sont gardés ici pendant son service de prêche. Rachel serra Eugene contre elle. « C'est ma fille disparue, et ses autres enfants. Ils ont probablement été enlevés aussi. » Les policiers acquiescèrent gravement.
Nous devons confirmer cela au poste de police. » Ils vérifièrent chaque enfant, s'assurant qu'aucun n'était blessé avant de préparer leur transport vers la station de police. La gardienne accepta de les accompagner, informant son équipe de son absence. « Où est l'évangéliste maintenant ?» demanda un policier à l'assistante. « Il se repose à l'Airbnb », répondit-elle, paniquée. « Il m'a dit de prendre Mila et les autres enfants avec ses bagages près de l'aéroport. Il a dit qu'il nous rejoindrait après le service du soir. » Rachel décrivit rapidement sa rencontre avec l'évangéliste à l'église, y compris ses soupçons qui l'avaient très conduite ici. La police coordonna avec une équipe de soutien pour se rendre à l'Airbnb de l'évangéliste afin de l'arrêter. « Nous venons avec vous », insista Daniel, son bras protecteur autour de Jean. Les policiers acceptèrent, bien qu'ils fissent savoir que la famille devrait rester dans le véhicule de police. Eugene refusa de quitter Rachel, s'accrochant à sa mère comme si elle craignait de disparaître à nouveau. Les autres enfants et la gardienne furent placés dans différentes voitures, toutes en direction du poste de police. En route, Rachel serra sa fille contre elle, à peine croyant que leur cauchemar touchait enfin à sa fin. Lorsqu'ils arrivèrent à l'Airbnb de l'évangéliste, plusieurs voitures de police encerclaient déjà la propriété. À travers la fenêtre de leur véhicule, Rachel aperçut les policiers, escortant l'évangéliste menotté de la maison vers une voiture de patrouille. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Rachel ressentit un frisson glacé. La photo qu'elle avait vue plus tôt tomba de la poche de l'évangéliste sur le sol. Un policier la récupéra et la montra à Rachel et Daniel. C'était en effet un portrait de Jean, accompagné de photos d'autres enfants. Au poste de police, Rachel consulta son téléphone, pendant que Jean était doucement interrogée par une policière dans une salle spécialement conçue pour les témoins enfants. Elle avait un appel manqué de Melissa, une collègue de l'église à Pine Hollow. Elle s'excusa pour prendre l'appel, se plaçant juste à l'extérieur de la salle, où elle pouvait encore voir Eugene à travers la vitre. « Melissa, c'est Rachel. »« Rachel, j'ai essayé de te joindre. J'ai trouvé des informations inquiétantes sur l'évangéliste Matthew. Il semble qu'il n'a jamais terminé ses études de séminaire comme il l'a dit. Nous ne l'avons pas remarqué lors de sa vérification avant sa visite, car nous avons compté sur les diplômes qu'il nous a envoyés, qui doivent être falsifiés. Et cette femme, la première visiteuse en fauteuil roulant, je mettrai en doute l'authenticité de sa guérison. Elle n'est jamais revenue à notre église après le départ de l'évangéliste Matthew. » Rachel ne fut pas surprise. Elle s'y attendait. « Nous avons trouvé Eugene, Melissa. Elle est en sécurité avec nous maintenant. » Un souffle de soulagement se fit entendre à l'autre bout de la ligne. « Merci Dieu. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'évangéliste ? » « C'est lui qui l'a enlevé, » expliqua Rachel, sa voix basse. « Il y a d'autres enfants aussi. La police enquête toujours. »« C'est monstrueux, » murmura Melissa. « J'ai creusé un peu plus, et j'ai trouvé que son vrai nom est Derek Lanton. Quand j'ai cherché ce nom, j'ai trouvé une histoire complètement différente de celle qu'il nous a présentée. »« Derek Lanton, » répéta Rachel, le nom lui laissant un goût amer sur la langue. Il utilisait la crédibilité de l'Église pour accéder à des enfants vulnérables, et nous l'avons invité. Tu ne pouvais pas savoir, Rachel, aucun de nous ne le pouvait. Après avoir raccroché, Rachel fit une recherche rapide sur Internet avec le nom Derek Lanton. Les résultats confirmèrent ce que Melissa avait dit. L'homme qu'il connaissait, sous le nom d'évangéliste Matthew, était en réalité Derek Lanton, un homme ayant un passé criminel, lié à des fraudes dans d'autres États. Rachel revint dans le salon et partagea ce qu'elle avait appris avec Daniel. « Je me sens responsable, avoua-t-elle. C'est moi qui ai vérifié ses références avant de l'inviter à notre église. J'aurais dû être plus minutieuse. » Daniel secoua la tête. « Ce n'est pas ta faute, Rachel. Les escrocs comme lui sont des experts en manipulation. Tu n'avais aucune raison de douter de lui. » Il posa une main réconfortante sur son épaule. « Dieu nous a guidés ici, » dit-il doucement. « Ce qui était destiné à nous faire du mal a été transformé en bien.
Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, le détective Morris entra dans la pièce. C'était un homme sérieux dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants malgré son expression sévère. Eugene se tenait près de lui. La famille fut conduite dans une pièce privée où le détective Morris les rejoignit. « Monsieur et Madame Warren », commença-t-il en s'asseyant en face d'eux. « Tout d'abord, je suis ravi que vous ayez retrouvé votre fille. Les cas comme celui-ci n'ont pas souvent une fin heureuse. Eugene avait accepté de tout partager avec vous personnellement, même si elle nous avait déjà tout raconté sur ce qui s'était passé depuis sa disparition. Après le cours de baptême, je marchais avec mes amis, mais nous nous sommes séparés au coin de la rue, expliqua Eugene. Le père Matthew, c'est ainsi qu'il nous faisait l'appeler, est apparu dans sa voiture et m'a dit que maman et papa avaient eu un terrible accident. Le cœur de Rachel se serra tandis que Eugene continuait. Je l'ai cru, car nous étions une famille religieuse et je pensais que les prêtres disaient toujours la vérité. Il m'a emmené à un enterrement où j'ai vu des photos de maman et papa et les cercueils. « Un faux enterrement » murmura Rachel, horrifiée par la tromperie élaborée. Eugene hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je n'arrivais pas à y croire quand je vous ai vu aujourd'hui. J'ai prié tous les jours pour vous voir revenir, même si le père Matthew disait que je ne vous reverrais qu'au paradis. » Lorsqu'on lui demanda ce que l'homme lui avait fait, Eugene expliqua qu'il les emmenait tour à tour dans sa chambre. On regardait des films et jouait à des jeux de société. Il disait qu'on était là pour tester et renforcer sa foi en Dieu. L'interview continua avec Rachel et Daniel, qui racontèrent leur version des événements. Rachel expliqua comment elle avait retrouvé Eugene grâce à une combinaison de coïncidences, d'intuition et de persévérance. Le détective Morris expliqua que Matthew, ou plutôt Derek Lanton, était un prédateur charismatique et manipulateur qui avait profité de la confiance que les gens plaçaient dans les figures religieuses. Il semble avoir enlevé des enfants lors de ses déplacements entre les églises, expliqua le détective. Il a dû utiliser de faux diplômes. Nous enquêtons activement. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Daniel, son bras protecteur autour de Jean. « Nous avons arrêté l'homme connu sous le nom d'évangéliste Matthew ou Derek Lanton et son assistante, Carla Benson. Ils font face à plusieurs accusations, dont enlèvement, fraude, vol d'identité et mise en danger d'enfants. »« Et les autres enfants ?» demanda Rachel, pensant aux visages effrayés qu'elle avait vus au dortoir. « Nous cherchons dans les bases de données et contactons leurs familles, assura Morris. Ils viennent de divers États, donc le processus de réunification prendra du temps. Mais Eugene ici est très chanceuse que sa famille l'ait retrouvée. » Après l'interview, ils restèrent dans le salon. Daniel s'excusa d'avoir douté de l'intuition de Rachel plus tôt et d'avoir appelé ses visions de faux prophètes. Rachel sourit à ce souvenir. « On ne doit pas perdre la foi juste parce qu'un prêtre était une mauvaise personne, » dit-elle doucement. « Cela ne veut pas dire que toutes les églises sont corrompues. Après tout, c'est une église qui nous a permis de retrouver notre fille. » Un coup à la porte les interrompit. Le pasteur Graham se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage marqué par l'inquiétude. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-il hésitamment. Le détective Morris l'invita à entrer et le pasteur s'approcha de la famille, les mains jointes. « Je voulais venir personnellement exprimer mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Nous n'avions aucune idée que nous hébergions un tel mal parmi nous. Nous avons annulé le service de ce soir, ajouta-t-il. « Ce n'était pas de votre faute non plus, pasteur, » répondit Rachel, se surprenant elle-même par son pardon. « Il nous a tous trompés. » Un tumulte à l'extérieur attira leur attention. À travers la vitre du salon, ils purent voir les policiers emmenant Matthew Derek en menottes. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Rachel ressentit un frisson glacer son dos devant le vide qu'elle y aperçut. Le pasteur s'avança à nouveau. « Si vous restez dans la région, j'aimerais vous inviter à notre service de prière dimanche prochain. Notre congrégation serait honorée de célébrer le retour d'Eugene avec vous, et peut-être que votre témoignage pourrait apporter de l'espoir à d'autres qui cherchent encore leurs proches. »
Rachel regarda Daniel qui acquiesça. « Ce serait un honneur, répondit-elle. Après tout, c'est une église qui nous a permis de retrouver notre fille. » Plus tard, alors qu'ils étaient ensemble dans leur Airbnb, Eugene dormant paisiblement entre eux pour la première fois en 2 ans, Rachel réfléchissait au chemin qui les avait amenés ici. Un indice anonyme, une image sur Google Maps, une intuition de mère qui refusait de se taire, tout cela s'était combiné pour créer le miracle qu'ils avaient dû prier. « Je suis désolé de t'avoir douté, » dit doucement Daniel, veillant à ne pas réveiller Eugene. « Quand tu l'as vu sur Google Maps, quand tu as insisté pour suivre la voiture de Matthew, tu avais raison depuis le début. » Rachel sourit, caressant une mèche de cheveux du front d'Eugene. « La foi prend plusieurs formes, » dit-elle. « Parfois, il s'agit de croire en ce que l'on ne peut pas voir, et parfois, il s'agit de faire confiance à ce que l'on sait au fond du cœur, même quand les autres doutent. » Daniel tendit la main à travers leur fille endormie, prenant celle de Rachel. « Notre foi a été mise à l'épreuve de manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai failli la perdre entièrement. »« Mais pas complètement, » remarqua Rachel. « Tu étais toujours à mes côtés, toujours en train de chercher, toujours en train d'espérer. »« Grâce à toi, » admit Daniel, « ta force nous a portés tous les deux. » Ils restèrent en silence, écoutant la respiration régulière de Jean, chacun perdu dans ses pensées sur le voyage remarquable qui les avait conduits ici. Un voyage de perte et de découverte, de doute et de foi, et finalement, d'une famille réunie contre des chances impossibles.